La TVT au cœur de l'information. Le PNUD fait le suivi des projets réalisés au Togo dans le contexte du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. Et le représentant résident du PNUD était à Baga dans le Doufelgou et à Sada dans le Gou. À suivre dans un instant. À suivre également le message du ministre en charge de l'habitat à la veille de la célébration de la journée mondiale de l'habitat. Koko Ayeva rappelle la nécessité de faire des villes un cadre de vie meilleur et attrayant dans la gestion des déchets. Vous l'entendrez. Et enfin, Lomé accueille des tableaux exposés un peu partout, 115 clichés de 23 artistes. Et c'est la Cifolo, semaine de la photographie de Lomé. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez sur la planète, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce dimanche. Le programme des Nations Unies pour le développement fait un état des lieux des différents projets financés au Togo. Des projets réalisés surtout dans le contexte du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. Aliou Dia, représentant résident du PNUD au Togo, a passé plusieurs jours sur le terrain. Il a visité nécessairement certains établissements bénéficiaires des appuis de son institution. Arnold Kiliou fait partie de la délégation. Voici son reportage. Un bâtiment scolaire de 4 salles de classe, une direction, un bloc administratif et un laboratoire tous équipés. C'est l'apport du PUDC, secteur éducation, au lycée de Baga pour accroître l'accès et l'enseignement de qualité. Avant, il était difficile de loger tous les élèves dans ces classes. Et avec la construction du deuxième bâtiment et le bloc administratif, les problèmes sont considérablement allégés. Et nous remercions considérablement vraiment le chef de l'État pour sa politique. En plus de ces infrastructures, le gouvernement et son partenaire, le PNUD, ont doté les établissements bénéficiaires du projet PUDC des manuels pédagogiques. Des initiatives qui s'inscrivent toujours dans la démarche qualité voulue par les autorités togolaises. Le ministère des Enseignements primaires et secondaires, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, procède à la réception de matériel pédagogique et équipements de laboratoire au bénéfice des établissements construits dans le cadre du PUDC. Et c'est avec fierté que nous réceptionnons ce beau matériel très important, très utile pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans nos établissements. Et donc, à la lumière de tous ces constats, nous encourageons les collègues enseignants à un meilleur usage de ces documents et aussi familiariser les apprenants à l'utilisation de ces beaux documents très utiles mis à leur disposition. L'accompagnement des partenaires techniques et financiers n'est plus à démontrer. Et particulièrement pour le PNUD qui a toujours été présent aux côtés du secteur de l'éducation. Nous nous réjouissons de la collaboration et du partenariat, de l'appui qu'ils apportent sur tous les plans et tout singulièrement dans le secteur de l'éducation. Le CGD Sada dans le Gou a bénéficié également des mêmes réalisations du projet PUDC. Après la visite des infrastructures, le représentant résident du PNUD a procédé également à la remise officielle des manuels pédagogiques pour les établissements de la région des Plateaux. Un soulagement pour le personnel d'encadrement. Par rapport au projet PUDC, nous avons été vraiment comblés. D'abord par la rapidité de l'exécution du projet, la qualité des ouvrages, mais aujourd'hui avec la dotation des kits de laboratoire et de bibliothèque, c'est encore une motivation. Parce que, à vrai dire, nos élèves désormais prendront à tâche avec la réalité expérimentale.
les réalités scientifiques. Et nous avions ce manque depuis longtemps et cet atout nous permettra de répondre encore aux besoins de la qualité de la formation, surtout avec les nouveaux défis et les exigences du marché. Le représentant résident du PNUD, Aliou Dia, a partout salué la pertinence du PUDC, un programme présidentiel très ambitieux dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Son institution est au service des peuples et des nations pour l'atteinte de l'ODD 4, assurer une éducation de qualité, équitable, inclusive et accessible pour tous. Il a promis poursuivre les accompagnements du PNUD à toutes les initiatives du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Et ces projets financés par le PNUD visent à accompagner l'État togolais dans la mise en œuvre effective des ODD 4 relatifs à l'accès pour tous à une éducation de qualité, comme vient de le relever Arnaud Kiliou. À Lomé, les acteurs de l'économie bleue planchent de leur côté sur les ODD 13 et 14. Comment mieux les maîtriser pour être des acteurs de développement durable? C'est une idée du cluster maritime d'Afrique de l'Ouest pour plus d'engagement dans la lutte contre les changements climatiques et de promotion de l'économie bleue. Sonia Menipo, reportage. De plus en plus, les eaux côtières se détériorent continuellement. La cause, la pollution et l'acidification des océans et des mers, ce qui affecte les pays et perturbe les économies nationales. Un impact négatif sur l'écosystème, la biodiversité et sur la pêche artisanale. Les ODD 13 et 14 qui appellent à prendre des mesures urgentes contre les changements climatiques afin de conserver et d'exploiter de manière durable les océans et les mers sont une invite aux acteurs pour un développement durable de l'économie bleue. Pour ce qui concerne le Togo, l'impact de la dégradation des écosystèmes marins est très négatif et très élevé. On estime par exemple à plus de 310 millions de dollars les pertes annuelles du Togo en matière de dégradation des zones côtières, et ce qui inclut bien sûr les inondations, l'augmentation des températures, les catastrophes ainsi que l'érosion côtière. Alors donc quand on voit que le coût de la dégradation des zones côtières est élevé pour le pays, cela appelle donc à l'action urgente, et c'est pour cela que la représentation forte du gouvernement togolais à cet atelier ainsi que l'implication de tous les acteurs que j'ai pu voir ce matin me paraît très encourageant et donne le signe que le Togo reste engagé, tel que cela est stipulé très clairement dans le plan national de développement du Togo sur la période 2018-2022 et qui vise notamment à mettre le développement durable au cœur des actions publiques. Le contexte motive la jeunesse. Elle lance ici un appel pressant aux autorités pour plus d'actions en vue de réduire la pollution marine. Nous, jeunesse d'Afrique et du monde, savons que l'utilisation massive d'engrais détruit la biodiversité des océans. Nous savons que la surpêche en Afrique de l'Ouest fait partie des plus élevées au monde. Nous savons que l'érosion du littoral nous fait perdre 10 mètres de terre par an. Vous le savez aussi. Alors, que faites-vous? Que faites-vous? Que deviendra cet océan? Mon océan l'année prochaine et dans 10 ans. Cet océan que nous partageons avec tous nos camarades d'Afrique et du monde entier. Nous ne voulons pas être obligés de fuir notre littoral et devenir des réfugiés climatiques. Mais si la situation ne change pas dès maintenant, Lomé et d'autres grandes villes africaines se dissoudront dans cette mer qui se rebelle. Nous voulons continuer à nous baigner sans crainte, à manger du poisson sans risque, comme nos grands-parents et nos parents ont pu le faire. Mesdames, messieurs, qui dirigez notre monde et en êtes donc responsables, s'il vous plaît, faites-nous cesser d'agresser les océans. Nous, jeunesse d'Afrique et du monde, ne voulons pas payer pour les erreurs
et l'inaction des générations qui nous précèdent. Les élèves vont ensuite remettre à la ministre des Transports la déclaration appelant à plus d'initiatives du gouvernement pour la protection de l'écosystème maritime. Le cluster maritime d'Afrique francophone CEMAF, initiateur de cette rencontre, entend sensibiliser les différents acteurs à s'approprier les ODD 13 et 14. Des objectifs qui rentrent dans la droite ligne de la mise en œuvre du PND, Plan national de développement. Le programme national de développement 2018-2022 du Togo, élaboré pour le développement de notre pays, est en phase avec ses objectifs de développement durable. Il ne s'agit pas seulement d'optimiser et de pérenniser l'action en mer au niveau institutionnel, comme c'est déjà le cas, à travers les différentes structures qui portent notre ambition maritime, mais également de rendre l'action de l'État en mer efficace et durable. C'est dans cette perspective que le gouvernement a inscrit, en s'appuyant sur sa capacité de déserte d'un espace économique de plus de 300 millions d'habitants, dans l'axe 1 du PND, la création d'un hub logistique multimodal au port autonome de Lomé. Cette vision apparaît aujourd'hui comme un cadre de référence et de convergence des différentes politiques visant le développement durable, en l'occurrence l'atteinte des objectifs 13 et 14 qui constitueront la toile de fond de vos échanges. C'est pourquoi je voudrais saluer cette initiative du cluster maritime d'Afrique francophone dont nous apprécions la démarche, la vision. La participation du chef de l'État au sommet sur le climat à New York témoigne une fois encore l'engagement du Togo à réduire la pollution marine, à promouvoir la pêche artisanale pour la préservation de l'écosystème maritime. Agriculture et sécurité maritime pour poursuivre et sécurité alimentaire pour poursuivre cette édition. Dans les plateaux, on valorise l'agroécologie. Un projet est en cours d'exécution dans le milieu dans ce sens. Il est basé sur la promotion des exploitations familiales du maïs et du soja pour des revenus durables. Les contours du dit projet initié par le consortium solidaire pour l'épanouissement des paysans togolais dans ce sujet de Siver Aboudou. Les producteurs agricoles sont aujourd'hui exposés à une forme d'agriculture axée sur l'utilisation abusive des pesticides, des intrants agricoles et bien d'autres ressources externes dans leurs différentes exploitations. L'achat des intrants, par exemple, représente pour un agriculteur une dépense de 50 à 60% de son chiffre d'affaires. Le consortium Solidarité pour l'épanouissement du paysan togolais, constitué des ONG SAID, CADI et MAPTO, apporte son expertise pour permettre aux producteurs d'adopter désormais de bonnes pratiques qui tiennent compte des équilibres de la nature, l'agroécologie. C'est une forme d'agriculture pour réduire l'utilisation abusive des ressources externes par l'exploitant. Pour y arriver, ce consortium met en place un projet dénommé « Promotion des exploitations familiales agroécologiques productrices de maïs et de soja pour des revenus durables ». Le projet repose sur une pratique que chaque exploitant adapte, conçoit et développe pour la résilience de son système agricole. C'est d'adopter les bonnes pratiques. Parmi les bonnes pratiques, nous avons l'utilisation de la fumure organique. Nous allons leur apprendre comment préparer ces fumures et comment les utiliser. Je veux parler par exemple du compostage. Nous allons leur apprendre, tout comme nos parents le faisaient, comment travailler à préserver aussi les ressources naturelles. Il y a ce que nous appelons l'agroforesterie. Il y a ce que nous appelons l'association des cultures. C'est pour cela que nous avons choisi le maïs et le soja. Parce que dans la tradition, le soja est souvent associé au maïs. Nous allons travailler à développer cette pratique-là au niveau de nos producteurs. Le projet officiellement lancé à Tapamé permet à chaque acteur impliqué de se prononcer sur le sujet, sa pertinence, discuter sur les enjeux pour sa mise en œuvre réussie. Nous ne travaillons pas pour demander aux gens de ne plus utiliser les intrants chimiques de façon systématique. Nous sommes dans la transition. C'est la transition agroécologique. Nous voulons amener des gens à progressivement sortir de l'utilisation abusive des intrants chimiques. Voilà notre approche.
Le projet entend donc contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire au Togo par la promotion de l'agroécologie dans les exploitations familiales agricoles. Ceci pour non seulement améliorer les performances des exploitants, mais aussi et surtout accroître les revenus des producteurs. Les acteurs de l'éducation échangent à Kara autour des résultats des études sur les enseignants en situation de classe et sur l'évaluation nationale des apprentissages des élèves de l'enseignement primaire. Au finish, c'est pour faire la promotion d'une éducation de qualité au Togo. Nestor Mouzou. Entre 2016 et 2019, des études ont été réalisées pour voir ce qu'il y a lieu de faire en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au Togo. La première a concerné l'évaluation des enseignants en situation de classe. Il s'est agi de voir si les pratiques des enseignants ont changé par rapport aux différentes formations qu'ils ont reçues. La deuxième étude a porté sur l'évaluation des apprentissages des élèves. Ce sont les résultats de ces études qui sont restitués à cette rencontre de Kara qui a regroupé les inspecteurs de l'éducation, les conseillers pédagogiques, les chefs d'établissement, les ONG de la région et les partenaires techniques et financiers. À la sortie du rapport, il est constaté que ce qui a été constaté en 2018, il y a eu une nette amélioration en 2019. Donc il y a de grandes performances qui ont été faites par les enseignants. Toutefois, il y a certaines faiblesses à combler. C'est surtout au niveau de la méthodologie en lecture et en écriture. Donc c'est à ce niveau. C'est pourquoi il y a eu tout récemment des formations complémentaires pour relever ce défi. Au niveau de la deuxième étude, au même moment qu'on évalue les pratiques des enseignants, on veut voir l'impact de ces pratiques sur les élèves. Donc les élèves, on les a testés selon des tests standards. À ce niveau, les lacunes sont encore là. Donc les résultats sont un peu améliorés, mais c'est toujours en deçà des attentes. Donc au niveau de la lecture et des mathématiques, vraiment, nous avons toujours des difficultés. Donc il y a des recommandations qui ont été faites à ce niveau pour que nous puissions améliorer. Disons donc qu'il a fallu cela pour que nous puissions avoir une photographie claire de notre système éducatif aujourd'hui, de nos classes, de nos enseignants et de nos apprenants, ainsi que des acquis des bénéficiaires directs de toutes ces réformes que sont nos élèves. La restitution des études sur l'évaluation des enseignants en situation de classe et sur l'évaluation des apprentissages des élèves a donc pour intérêt de partager les résultats afin que les différents acteurs contribuent avec leurs suggestions à formuler des recommandations à l'endroit des autorités de l'éducation pour que ces autorités puissent prendre de bonnes décisions. Il y avait du monde en début de semaine au lycée moderne de Sokodé et pour cause. Les agents du service de la nationalité y ont posé leurs valises. C'est dans la suite logique de l'audience foraine de collecte des dossiers en vue de l'établissement des certificats de nationalité à ceux qui n'en disposent pas. Un précieux sésame pour les élèves surtout dans leur cursus scolaire. Désiré à Loge. Les jeunes filles sont là. Parmi cette relève de demain, bon nombre ne disposent pas de pièces de nationalité togolaise. Or, certains sont à la porte du bac 2. Et ce précieux document, une pièce maîtresse pour jouir de certains droits à l'université. Le constat est amer. Le gouvernement togolais passe à l'acte concret pour couper les racines à ce problème au travers du ministère en charge de la justice. La direction du sceau de la nationalité et de l'identité civile est sur le terrain. Au niveau de la région centrale, le lycée moderne de Sokodé cible pour lancer les séances d'audience foraine pour la délivrance des certificats de nationalité aux élèves. Le lycée moderne de Sokodé, nous en sommes très fiers pour cette action qu'on nous a donnée, pour cette chance à nous les élèves de pouvoir faire nos nationalités. Tant futurs étudiants, ce document va nous permettre de postuler pour nous inscrire à l'université et aussi participer à certains concours. Audience pour aussi attirer l'attention des populations, éveiller les consciences collectives sur les risques encourus en ne disposant pas de cette pièce. La Patrédie par exemple. Le ministère de la Justice qui a initié avec l'appui et l'accompagnement du programme d'appui au secteur de la justice piloté par l'Union européenne
ce projet d'établissement des certificats de nationalité aux élèves des plus anciens lycées, des chefs-lieux des 5 régions économiques que compte notre pays, ainsi que de 3 lycées de Lomé et des universités de Lomé et de Kara. Après la collecte de tous ces dossiers, la direction de la nationalité s'attellera à les étudier et à produire les certificats de nationalité qu'elle aura à renvoyer dans les établissements où la collecte a été assurée. Le bilan est satisfaisant parce qu'il y a de l'engouement. C'est une aubaine pour les élèves, parents d'élèves et enseignants. Occasion à saisir pour être un citoyen togolais visible par ce document, un précieux sésame. Le canton de Namou-Djoga, dans la préfecture de Pendial-Ouest, accueille depuis vendredi dernier une opération médico-chirurgicale gratuite des forces armées togolaises. Une vingtaine de patients démunis souffrant de diverses pathologies, en l'occurrence les hernies et les hydrocèles, vont bénéficier d'une prise en charge gratuite par les services de santé des FAT. Tchazinabaga. Cette action médico-chirurgicale gratuite des forces armées togolaises est l'un des avantages collatéraux de l'opération Koudjouaré. Pragmatique et dans un esprit humanitaire, les forces armées togolaises mettent leur antenne chirurgicale de l'avant, destinée à appuyer cette opération préventive contre l'avancée du terrorisme au Togo au service des populations riveraines. Nous sommes ici sur instruction de la hiérarchie militaire pour la prise en charge de certains patients qui ont besoin d'intervention chirurgicale. En effet, comme dans ses habitudes, le service de santé des armées, des forces armées togolaises, avait organisé en septembre des actions médicales gratuites. Donc parmi les patients consultés, il y avait certains qui avaient besoin d'intervention chirurgicale. Donc ceux-là qui sont démunis, qui n'ont rien, ce sont eux qui ont été convoqués. Et après un bilan préopératoire pour voir s'ils sont opérables, donc ils ont été regroupés ici dans notre antenne chirurgicale de l'avant. On veut profiter de cette antenne chirurgicale pour la prise en charge gratuite de ces patients qui ont été identifiés. Une vingtaine de patients souffrant de pathologies diverses, dont essentiellement des hernies et des hydrocèles, sont pris en charge au cours de cette opération gratuite. J'étais au sud à Lomé. Comme j'ai appris qu'il y a les médecins qui sont venus dans notre canton pour nous soigner gratuitement, je me suis débrouillé pour venir ici. Quand je suis venu, ils ont commencé par les analyses le mercredi passé. Même le carnet, c'est gratuit. Et bon, ils nous ont invités aujourd'hui de venir. Aujourd'hui, quand nous sommes venus, maintenant, on a suivi l'opération. Bon, avant, comment j'étais malade actuellement, bon, ça va un peu maintenant, ça va. Ça va. Et je remercie beaucoup l'équipe. Nous, on n'a jamais su que ceux qui portent le tri, d'habitude ceux qui tiennent les armes, et nous avons peur d'eux, ont la capacité de soigner les gens aussi comme ceux qui ont l'habitude de porter les habits blancs, les médecins. Donc aujourd'hui, franchement, nous sommes très contents. Notre président Fort, et nous remercions beaucoup pour l'effort qu'il a déployé pour nous, les pauvres qui n'ont pas les moyens. Nous remercions beaucoup, nous sommes très satisfaits. Pour témoigner leur adhésion à cette action médico-chirurgicale gratuite, les préfets de la région des Savanes, dont les localités sont couvertes par l'opération Koudjouaré, ont effectué une visite sur le site de l'antenne médicale avancée des forces armées togolaises à Namou-Djoga. Sur place, ils ont pu constater de visu l'immense travail abattu par l'équipe des services de santé des forces armées togolaises et le soulagement des patients. Lorsque les militaires sont arrivés en nombre pour renforcer la sécurité qui était dans la zone, il y avait une méfiance. Ça a créé un peu la psychose parce que les populations se méfiaient. Les gens détournaient leur route pour ne pas passer là où il y a les postes de sécurité. Mais avec la sensibilisation, il est né une fraternité entre les militaires et la population, une collaboration. Et cette opération vient renforcer cette coopération parce que ça permet à nos populations de comprendre que les militaires, ce n'est pas
seulement pour la sécurité, mais ils font aussi le social. Donc le fait de consulter les gens, de les traiter, ça résout beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui traînaient avec des maladies, n'avaient pas de moyens pour aller à l'hôpital. Voilà, ils se rendent compte que ce n'est pas les médecins civils, mais c'est des médecins militaires qui viennent les traiter. C'est un sentiment de satisfaction. Et nous, pour nous, les préfets de la région et pour nos populations. Et c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour féliciter l'armée, pour exprimer notre joie, notre satisfaction pour cette opération. Et nous souhaiterons que, comme c'est la phase d'échantillonnage, que l'opération se poursuive et s'étende pour la bonne cause de nos populations. Cette première intervention est une action pilote. Les forces armées togolaises rassurent. Des opérations médicales gratuites d'envergure vont suivre prochainement. Ceci prouve encore une fois le caractère républicain des forces armées togolaises, dont la mission première est d'assurer la défense nationale, mais aussi très engagée dans des actions citoyennes humanitaires en faveur des populations démunies. L'opération Koudjouaré est un dispositif préventif mis en place depuis le 11 septembre 2018 par les forces armées togolaises pour contrer l'arrivée des djihadistes au Togo. Elle couvre une zone de 5250 km² de Goulungoussi à la côte 182 en passant par Makbana. La journée de demain, 7 octobre, sera consacrée à la célébration de l'habitat à travers le monde. L'habitat à travers le monde, pour cette 34e édition, il est demandé de réfléchir sur la gestion des déchets dans les villes à partir des technologies de pointe comme outils innovants de transformation de ces déchets en richesse. La ministre en charge de l'habitat, dans un message, a rappelé aux Togolais le bien fondé de la préservation de notre cadre de vie. Robert Potogbe, Yata Ratem. Selon les enquêtes du 4e recensement général de la population et de l'habitat 2010, 37,7% des Togolais vivaient en ville contre 25,2% en 1981. Au plan mondial, ce taux passera à 58% entre 2014 et 2050 en milieu urbain. Un accroissement urbain qui engendre sans cesse une production de déchets en masse dans les grandes villes. Face à cette situation, la communauté internationale relance le débat sur la gestion durable des déchets à base de la technologie. Ce thème est choisi pour interpeller le monde entier quant à la protection de notre environnement, la pratique de l'économie circulaire et s'appuie sur la campagne encourageant les villes à devenir des villes sages dans la gestion des déchets avec le soutien technique de Renew Habitat. Les technologies de pointe innovantes offrent en effet le potentiel pour de meilleures solutions moins coûteuses, plus rapides, durables, facile à utiliser dans la gestion durable des déchets solides, liquides, commerciaux, domestiques et industriels, que produit bien sûr l'activité humaine. Cette technique constitue également, pour les pays en développement que nous sommes, des opportunités devant nous permettre non seulement de passer directement à des technologies les plus efficaces, mais aussi à mettre en œuvre des innovations sociales contribuant de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable et du nouvel agenda urbain. Le gouvernement togolais a pris à bras le corps ces problèmes environnementaux qui affectent la qualité des villes et le bien-être socio-économique des populations. Avec le plan national de développement, il compte relancer davantage le défi. C'est le lieu de renouveler l'appel à toutes les populations à adopter des comportements responsables pour accompagner le président de la République, son Excellence, M. Faure Esozim Nanyasingbe, et l'ensemble du gouvernement dans leur lutte pour l'amélioration et la préservation de notre cadre de vie. Le plan national de développement PND, cadre référentiel de l'action gouvernementale d'ici 2022, à travers l'effet 12 de l'axe stratégique 3, traite de la gestion durable des ressources naturelles et la résilience aux effets des changements climatiques. Cet effet vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité des personnes et des biens aux phénomènes climatiques extrêmes et à d'autres chocs et catastrophes. L'amélioration de la gestion rationnelle des déchets et des produits chimiques et la prévention des risques biologiques, radiologiques et nucléaires et l'adoption des pratiques nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature. Et déjà, des initiatives sont entreprises depuis quelques années. Il s'agit de la création de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, du centre de compostage de Lomé et du centre d'enfouissement technique d'Akepe. La journée mondiale de l'habitat est célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre.
À la découverte à présent de deux arbres tropicaux, le Nîmes et le Kaya sénégalensis. Le réalisateur togolais Jean-Marie Mardia, dans deux documentaires, nous livre les secrets de ces deux espèces végétales. Le résumé dans ce sujet de Lucassi. Ils jonchent les forêts togolaises. Les arbres tropicaux sont dans leur diversité représentés sur le territoire national. Aux formes diversifiées, ces arbres tropicaux sont révélés au public. Dans deux nouveaux numéros d'une série de documentaires, le réalisateur togolais Jean-Marie Mardia livre les qualités, les vertus, mieux les secrets de quelques-uns de ces arbres. Il s'agit du Kaya sénégalensis, encore appelé mahogany ou hémou, et du Nîmes. C'est une essence de grande taille qui peut atteindre 25 à 30 mètres avec un diamètre ou bien un diamètre de 2 mètres et en plus à l'âge adulte. Imprégné dans la culture ancestrale de nos communautés, le Nîmes est resté méconnu jusqu'à l'époque contemporaine. Cet arbre aux vertus légendaires, qui fascine aujourd'hui par son potentiel, a pris du temps avant d'être reconnu en Occident. À l'université, on a visité certains champs expérimentaux pour le Nîmes. On est allé à Kara avec le professeur de l'université. Il nous a bien défini les valeurs du Nîmes. Et nous sommes allés à Mango. À Mango, il y a un champ expérimental sur le reboisement des Nîmes. Et à partir de ce champ expérimental, on fabrique les savons qu'on amène à Lomé. Le mahogany est presque partout. Donc je suis allé dans le Malfa Kassa pour tourner le plan de mahogany qui se trouve en pleine forêt. Malfa Kassa. Mais de là, je suis allé à Mango, dans la savane, pour exploiter la plantation de mahogany par les Allemands. Et ça s'étend sur des hectares. Et on a dû faire ça avec la complicité des gardes forestiers. Experts, spécialistes, producteurs, transformateurs, entre autres. Une kyrielle de personnes est intervenue dans ces documentaires. Ils ont étalé leur connaissance sur ces plants tropicaux aux questions de Jean-Marie Mardia. Sur le plan médicinal, je vous dis que toute partie de cet arbre est utile. Une essence que les gens apprécient pour son bois d'œuvre, c'est-à-dire que les menuisiers utilisent. Il y a des femmes qui sont intervenues dans une forêt où on l'a surprise en train de tailler le mahogany alors que c'est interdit. Il y a un agent forestier qui est intervenu lui dit que non, c'est interdit, ce n'est pas bien. Alors pour tailler le mahogany, il y a des manières. Selon les arboristes, on ne taille pas le mahogany du côté est, que c'est interdit, peut-être du côté ouest, qui est bien placé pour tailler légèrement, pas en profondeur, parce que vous risquez de tuer l'arbre. Le réalisateur lance donc un appel à la protection de l'environnement. C'est pour sensibiliser la masse médiane, surtout nos parents, qui ne savent pas l'utilité de l'arbre, qui abattent les arbres anarchiquement. Il est en général plus petit, c'est-à-dire 5 à 10 mètres en Afrique de l'Ouest, où il est souvent planté sur les parcelles habitées. Le reste à découvrir dans les deux documentaires qui seront diffusés sur la télévision togolaise pour le grand bonheur des téléspectateurs. L'initiative a reçu l'appui du FAC, Fonds d'aide à la culture. Économique, d'où l'importance du reboisement et de sa vulgarisation. Les lauréats du concours Miss Nana 2019 ont reçu leur prix au cours d'une soirée à Lomé. Miss Nana est un concept régional de l'élégance féminine et de valorisation de la femme africaine. Cette initiative est à sa première édition. Reportage Innocentia Nyama, Robert Potogbe, Sandra Ziagbe.
C'est elle qui porte depuis 2 mois la couronne Miss Femme Ronde de l'Afrique, Maman Nadia Toulaye. Elle reçoit demain des partenaires de l'événementiel KDA Pro, initiateur du concours ses récompenses. Une enveloppe financière, des billets d'avion et autres. Je suis très contente des lots qui m'ont été attribués. C'était d'abord pour moi une manière d'interpeller la gente féminine ronde, parce que je suis médecin et puis je vois combien de fois je fais face à ce genre de personnes qui présentent souvent des dépressions parce qu'elles ne peuvent pas sortir de l'ombre et tout. Donc je l'ai fait pour pouvoir leur permettre de s'affirmer. Je me dis, si je sors, alors les autres sortiront aussi. Selon les organisateurs, le concours a tenu toutes ses promesses et il se projette déjà dans l'avenir. 2020, des surprises et une qualité encore meilleure que celle de la première édition. Nous avons vraiment été comblés dans nos atteintes parce que nous avons réussi à faire cette première édition avec brio. Nous avons pu honorer nos engagements, ce qui n'est pas aisé, et nous sommes prêts pour aller sur 2020. C'est un concours de femmes africaines. Ce concours a été créé pour valoriser la femme africaine, comme je dis souvent, dans toute sa splendeur, de valoriser les femmes qui sont rondes et qui ne sont pas souvent mises devant sous les feux des projecteurs. Les 2 autres nanas, Nana Vie 1 et 2, ont reçu des enveloppes financières et des produits de parure. Maman Nadia Toulaye, durant son mandat, promet défendre la cause des femmes rondes et promouvoir la santé. Elle sera habillée par la société de Pagnan Vlisco, cousue par Nadiaka. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.